Aujourd'hui, donc, c'est une équipe de Toulouse de neurochirurgie animée par Franck-Emmanuel Roux qui va présenter par l'intermédiaire du docteur Oumar Sakho une des plus grandes séries de la littérature sur la ventriculo-cysternostomie. Alors, le professeur Roux est venu, mais il s'excuse car il doit prendre un avion pour partir à l'étranger. Et il a donc laissé une vidéo pour présenter son élève et son travail. Pascal, si vous voulez lancer la vidéo. Ouais. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire et chers collègues, merci de recevoir à l'Académie Monsieur Oumar Sakho, des neurochirurgiennes méritant à plus d'un titre, et qui va vous présenter une technique qu'on appelle la ventriculo-cysternostomie, qui n'a jamais été présentée encore à l'Académie nationale et qui a révolutionné le traitement de l'hydrocéphalie depuis 20 ans. Voilà, merci beaucoup. Alors là, les progrès de la technique, on connaît encore quelques petites difficultés, comme vous pouvez le voir. Et heureusement, si vous voulez. Et donc l'idée, c'était de vous présenter le travail avec le professeur Roux, que vous avez pu identifier, mais je crois qu'il était déjà venu, qui est très investi dans la collaboration avec le Sud-Est asiatique et qui est très investi à l'Académie de chirurgie. Alors maintenant, je donne la parole à son assistant, le docteur Oumar Sakho, pour la présentation de leur série de ventriculo-cysternostomie chez plus de 350 patients. Allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Pour l'enregistrement de la séance. d'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers maîtres, merci de nous accueillir dans ces lieux si chargés d'histoire pour présenter l'expérience toulousaine de la ventriculo-cysternostomie, un traitement endoscopique de l'hydrocéphalie. Entre 1999 et 2014, 721 ventriculo-cysternostomies ont été réalisées chez 689 patients. Seuls 607 patients sont retenus pour cette étude du fait des problèmes informatiques. Nous avons défini le succès de la ventriculo-cysternostomie comme étant une amélioration clinique des patients associée à une indépendance totale des valves de dérivation. Et toute mise en place des valves de dérivation après la ventriculo-cysternostomie a été considérée comme échec de la technique. Il y a 4 ventricules dans les cerveaux. Le troisième ventricule qui communique avec les ventricules latéraux par les trous de Monro. Il communique également avec les 4e ventricules par l'aqueduc du mésencéphale, communément appelé l'aqueduc de Sylvius. Le principe de la technique consiste à introduire l'endoscope dans les 3e ventricules, donc à travers les trous de Monro, et créer un trou, une stomie, au niveau de la plancher, du plancher du 3e ventricule. Ceci permet une communication entre le 3e ventricule et les citernes de la base, plus précisément la citerne interpédonculaire. Les patients sont installés en décubitus dorsal, tête légèrement fléchie. L'incision est faite en avant de la suture coronale, sur la ligne mi-pupillaire. Un trou de trépan est réalisé et l'endoscope, le trocar est introduit jusque dans les ventricules latérales, puis l'endoscope. On coagule le plancher du 3e ventricule, puis on les dilate avec les ballonnets que vous voyez là. On vous montre une petite vidéo. Donc, l'endoscope descend dans le trocar. Il arrive dans le ventricule latéral. Au milieu, vous avez les trous de Monro.
la veine septale vers 11h, le plexus choroïde. Donc on charge le trou de Monro et on arrive dans le troisième ventricule. Vers 12h, vous avez l'infundibulum, donc l'origine de l'hypophyse. Au centre, les tubercules mammillaires. On va coaguler le plancher du troisième ventricule pour faire la stomie. Alors cette coagulation, c'est essentiellement pour éviter tout saignement, car le saignement perturbe la vue pendant la procédure. Donc ce trou est dilaté par un ballonnet type Fogarty. Dans la littérature internationale, le diamètre minimal de ces trous doit être de 3 mm, ce qui permet une très bonne circulation du liquide céphalorachidien. En fait, le circuit est modifié. Le LCL, au lieu de partir dans le quatrième ventricule pour aller à travers l'aqueduc de Sulvius, il va dans la citerne interpédonculaire. Donc ces battements appelés flapping montrent que les liquides passent. Vous voyez au fond l'artère, le tronc basilaire et la membrane de l'ulcus qui est effondrée. À 13h, vous avez le clivus qui est visible. Il flash avec la lumière. Donc cette membrane-là, c'est ça la membrane de l'ulcus qui, s'il n'est pas effondré, parfois piège les LCR et la technique ne marche pas. L'endoscope est ensuite retiré. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de saignement, ni dans les troisièmes ventricules, ni dans les ventricules latéraux. Et on retire l'endoscope et la plaie est fermée de manière étanche pour prévenir toute fuite du LCR. Chez les 607 patients, 279 étaient des enfants, un âge moyen de 34 ans. On a opéré même les tout petits enfants de moins de 1 mois. Le suivi moyen était de 35 mois et la morbidité totale était inférieure à 9%. Le succès global de la technique était de 73%. Chez les patients chez qui cette technique ne marche pas, la plupart survient pendant les 6 premiers mois. Près de 100 patients avaient moins de 2 ans et 29 patients ont été réopérés avec la même technique. Les complications sont essentiellement la méningite, 2%, et la fuite du LCR. Les autres complications étaient rares: crise d'épilepsie, collection sous-durale, infection de la cicatrice. C'est une technique qui marche moins dans notre série chez les tout petits. Les enfants de moins de 6 mois avaient 5 fois plus de risques d'échec par rapport aux adultes. La technique ne marche pas dans tout type d'hydrocéphalie. On a eu de mauvais résultats dans les hydrocéphalies liées aux méningites, les hémorragies néonatales, les hydrocéphalies à pression normale. Par contre, tout ce qui concerne les hydrocéphalies obstructives, notamment un effet de masse dans la fosse postérieure, le résultat est excellent. Dans les tumeurs pinéales, par exemple, on frôle les 100% de succès. De même que les AVC hémorragiques de la fosse postérieure au niveau cérébelleux. 58 patients ont bénéficié de cette technique parce que leur valve de dérivation ventriculaire ne marchait pas. Parmi eux, 2 tiers ont été sévrés complètement de leur valve. La ventriculocystérnostomie est une technique de choix actuellement pour les hydrocéphalies obstructives. Dans la littérature internationale, il existe un débat concernant son efficacité à différentes tranches d'âge, de même que dans les différentes étiologies. Nous avons publié dans ce sens il y a 5 ans,
Et nous avons trouvé des moins bons résultats chez les tout petits en 2010 dans un journal américain. Il y a quelques mois, nous avons publié également l'efficacité de la technique dans les dysfonctionnements des valves. Alors, cette technique permet de réduire considérablement les coûts, surtout les coûts d'hospitalisation. En effet, dans les dérivations ventriculaires avec des valves, il y a beaucoup de dysfonctionnements mécaniques ou d'ordre infectieux, ce qui nécessite plusieurs journées d'hospitalisation et de réhospitalisation. Et cette technique réduit significativement ces reprises chirurgicales. Nous avons fait un progrès par rapport à 2010 et les résultats se sont améliorés. Actuellement, nous sommes à 73%, donc dans la moyenne internationale. Au total, il s'agit d'une technique qui n'est pas difficile à apprendre. Il y a peu de complications et elle est surtout efficace pour les hydrocéphalies obstructives. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Oumar Sako, pour la qualité de votre présentation et puis de vos résultats. C'est vrai que c'était impressionnant de se promener dans les ventricules. Quelqu'un veut prendre la parole par rapport à cette communication très originale? Monsieur Morvan. Est-ce que cette technique nécessite un suivi analogue à celui d'une dérivation par valve? Autrement dit, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le tiers-monde en laissant les gens dans la nature après? Tout à fait. Une seule consultation post-opératoire est requise. Après, les patients ne sont pas suivis. Et s'il y a un problème, généralement, ça ne survient pas brutalement. Donc, ils ont tout le temps de consulter les médecins. Il n'y a pas de suivi particulier. Moi, j'ai une toute petite question, mais c'est sémantique. Pourquoi vous avez mis dans le titre plus de 350 patients, s'agissant d'une série de 600 et quelques? En effet, le professeur Rousse, quand il a envoyé les papiers, il s'était basé sur la série que nous avons publiée en 2010 dans Journal of Neurosurgery. Donc là, effectivement, on a présenté 350 patients. Très bien. D'autres questions, commentaires? Monsieur le professeur Alexandre. Vous êtes satisfait, et votre magnifique publication le montre, des résultats à 73%. Moi, je m'interroge sur les 27% qui restent. Que faites-vous de ces patients où l'intervention n'a pas suffi? Tous ces patients, sans exception, bénéficient d'une valve de dérivation, soit ventriculo-cardiaque, soit ventriculo-péritonéale. Très bien. D'autres questions? Encore une question? Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sako, pour cette présentation. Merci.